Roland Gori, je vous remercie énormément d'avoir accepté l'invitation de Lacan Web Télévision. Alors, ensuite, vous m'avez posé d'autres questions et j'en ai perdu un certain nombre en cours de route. Sur la question de la bureaucratie qui se valide elle-même, parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui par rapport à cet arrêté que nous voulons combattre. Bien sûr. Alors ça, c'est une évidence que, dont je dirais, mes 15 ans de pratique au Conseil national des universités, dont j'ai été vice-président et président de ma section, et mes pratiques au niveau de l'expertise, au niveau du ministère de la Recherche pendant 7 ans, m'ont convaincu d'une chose, c'est que le pouvoir fait son marché. Il fait son marché face à une chalandisation des savoirs qui s'offrent à lui. Et il va cueillir, en quelque sorte, prélever les experts et les pratiques qui lui conviennent, qui l'arrangent. Et donc, si vous voulez, c'est pas par amour de la science que d'un coup, M. Blanquer va nommer Stanislas Dehaene, n'est-ce pas, comme président du Conseil scientifique de l'éducation nationale. C'est pas par amour de la science, n'est-ce pas, que cet arrêté va prescrire d'utiliser uniquement les méthodes soi-disant validées, soi-disant internationalement, ce qui veut dire tout simplement États-Unis, c'est notre problème. En quelque sorte, la bureaucratie, elle a besoin de techniciens, elle a besoin d'opérateurs, et donc elle ne va pas s'embarrasser de professionnels qui font l'éloge de la parole et du langage, qui font l'éloge, n'est-ce pas, de la temporalité, qui font l'éloge de l'histoire, qui font l'éloge de la réflexion critique. Elle va chercher les techniciens les plus à même de porter, n'est-ce pas, cette idéologie de technocratique. Et vous le voyez, il y a un point, on est passé à côté, on a eu tort de ce rapport de l'IGAS d'octobre 2019. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'on voit dans ce rapport, n'est-ce pas, des gens plus ou moins inconnus. Vous n'avez pas être méchant, mais je ne suis pas sûr qu'ils soient vraiment des chercheurs et des penseurs en majesté, sûrement pas, n'est-ce pas, qui se présentent comme les référents de la psychologie clinique, alors qu'ils sont les partisans d'une option qui réduit la psychologie clinique, n'est-ce pas, à la neuropsychologie et aux thérapies cognitivo-comportementales. Ces mêmes personnes qui sont soi-disant des experts, un expert devrait être relativement indépendant, relativement ouvert justement à la confrontation scientifique, parce que la science est en même temps consubstantielle de la démocratie depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ. Ces experts, ils ont signé des pétitions d'une cinéaste, d'une réalisatrice obscure, dont je préfère taire le nom, n'est-ce pas, demandant l'interdiction de la psychanalyse dans les établissements hospitaliers et dans les tribunaux. Donc, ça devient le référent du rapport IGAS. On a laissé passer ce truc-là. Et alors, bien évidemment, du coup, ce soi-disant référent de la psychologie clinique, n'est-ce pas, bon, sombre professeur, n'est-ce pas, un peu excentré des lieux de pensée, eh ben, il va dire que c'est l'histoire qui fait que la psychologie clinique et la psychopathologie en France est d'orientation analytique, mais c'est complètement dépassé, n'est-ce pas, et qu'il faut une formation complémentaire. Donc vous avez un rapport IGAS qui, comme l'arrêté, disqualifie la formation des psychologues à l'université, ce qui d'ailleurs est un peu un abus de pouvoir, parce qu'un arrêté signé par le ministre de la Santé et signé par le ministre de l'économie et de la finance ne devrait pas excéder le champ de la santé et des finances en débouchant, en mordant, en entamant les compétences, n'est-ce pas, du ministère de l'Éducation nationale, enfin de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc, disqualification de la formation des psychologues. Et du coup, on va leur demander une formation complémentaire, celle justement des thérapies cognitives, des neurocognitions, etc. Sinon, ils ne peuvent pas bosser. Sinon, ils ne peuvent pas recevoir des patients en libéral, ils ne peuvent pas répondre aux appels d'offres. Là aussi, on est dans une logique de marché. Les appels d'offres de ces plateformes. Il y a là quelque chose de terrifiant, je vous dis franchement. Je trouve que c'est terrifiant. J'en ai vu dans mes longues décennies de pratique clinique et de pratique universitaire, mais là, on est à un niveau terrifiant. Et quand même, le point aussi important, c'est qu'il ne suffit pas d'ajouter neurocognitif pour que ça soit de la science. Voilà. Moi, j'ai un grand respect pour les scientifiques. Moi, ça m'intéresse la neurobiologie.
Quand j'ai commencé à faire ma formation, ce qui m'intéressait, c'était la psychophysiologie générale, la psychophysiologie comparée, et j'étais un fou, n'est-ce pas, de neuroanatomie et de neurophysiologie. Bon, et donc, j'ai été détourné ensuite par la psychanalyse, mais au départ, ce qui m'intéressait, c'était ça. C'était ce qu'on appellerait aujourd'hui les neurosciences. Donc, moi, j'ai rien contre. Moi, je suis très favorable aux travaux de neurobiologie des comportements, aux travaux de neurosciences. C'est pas ça. Mais quand on met, vous voyez, neuroéducation, neuropsychologie, machin, c'est pour faire science, mais ça ressemble à la science, n'est-ce pas? Ça a le goût de la science, mais c'est pas de la science, c'est de l'idéologie scientiste. Et d'ailleurs, ces gens, souvent, les vrais scientifiques, moi je les fréquente. À l'appel des appels, nous avons des gens de très haut niveau, à ce niveau-là. Nous avons au bureau un vice-président de l'appel des appels et était président du conseil scientifique du CNRS. C'est un physicien de très haut niveau qui dirige un laboratoire important à Toulouse. Nous avons eu des rencontres avec des mathématiciens. Enfin, bon, on connaît un peu. Moi j'ai une énorme estime pour les sciences et pour les chercheurs. Et d'ailleurs, on n'en parle pas suffisamment, mais quand je parlais tout à l'heure avec vous, n'est-ce pas, de la prolétarisation des professionnels, l'emploi scientifique aujourd'hui est terriblement paupérisé, terriblement prolétarisé. Et regardez les conséquences. Les conséquences, c'est que nous n'avons pas été capables. Je vous interromps pour une chose. Je suis désolé de vous interrompre, mais parce que nous n'avons peu de temps et vous étiez en train de dire quelque chose qui me semblait important. Je voudrais que vous terminiez sur ce point. Si j'ai bien saisi, il ne suffit pas de mettre neurobiologie pour que ce soit de la science. C'est-à-dire que c'est un dévoiement du travail fondamental vraiment important que réalisent les neuroscientifiques. C'est un discours, la neuro telle qu'elle nous est présentée là, la neurocognitive, c'est finalement, si je vous ai bien suivi, un dévoiement, un discours idéologique qui finalement ne dit rien en réalité, alors que les travaux des scientifiques, eux, sont fondamentaux au niveau de la santé, pour le dire tout simplement, et au niveau de l'observation. Ça, je trouve que c'est important. Vous étiez en train de développer ce point. Vous vous appuyez aussi sur des personnes que vous avez rencontrées, que vous connaissez, et donc qui eux-mêmes ont peut-être un regard sur cette application, si je puis dire, scientiste de travaux scientifiques. C'est ce que Canguilhem appelle, si vous voulez, l'idéologie scientifique, c'est-à-dire le scientisme, une espèce de théologie de la science, mais qui n'est pas de la science, voyez, opposée à la rationalité scientifique. Et moi, je crois qu'il faut faire de nouvelles alliances. Il faut aller justement chercher, n'est-ce pas, les professionnels de la recherche. Mon ami Catherine Vidal, par exemple, n'est-ce pas, qui connaît bien justement la neurobiologie, n'est-ce pas, ou mon ami Bruno Chaudray, qui est le physicien dont je parlais tout à l'heure, qui sont à l'appel des appels, n'est-ce pas, eux peuvent dire quelque chose, n'est-ce pas, de la science, mais pas sur le savoir paresseux, comme l'appelait Canguilhem, qui est une extension, n'est-ce pas, une extension inflationniste de résultats partiels pour construire un monde tel que ça arrange le système politique à un moment donné. Et même, vous voyez, même sur le cognitivisme, il ne faut pas se tromper. Par exemple, n'est-ce pas, le CIDL, thérapie cognitivo-comportementale, n'est-ce pas, est très discutable parce qu'il ne tient pas compte de la différence fondamentale entre les expérimentalistes et les cognitivistes. C'est pas du tout la même chose. Le cognitivisme est né d'une contestation, notamment du comportementalisme. Ils ont ouvert la boîte noire. C'est très différent. Et là, c'est pareil. On les met ensemble. Et dans le catalogue de la Prévert, ça n'a pas de consistance épistémologique, ça n'a pas de valeur scientifique, mais ça a permis de servir de fer de lance pour bouter hors de l'université et hors du soin les psychanalystes et les psychothérapeutes d'orientation analytique. Oh, Roland Gori, vraiment, oui, c'est formidable. Si je peux me permettre, je voudrais juste vous citer, n'est-ce pas, Alfred Sauvy. Je le cite souvent, n'est-ce pas, parce que il disait que, faut que je retrouve comme ça, parce que là, du coup, mais que les chiffres sont des êtres fragiles qui, à force d'être torturés,
finissent par avouer ce qu'on veut leur faire dire. Eh ben, c'est avec ça aujourd'hui qu'on gouverne. Formidable, vraiment, Roland Gori. J'ai l'impression qu'on pourrait parler tout le week-end si on en avait le temps. C'est vraiment un formidable moment. Je rappelle votre dernier ouvrage, hein, Et si l'effondrement avait déjà eu lieu, l'étrange défaite de nos croyances. Et puis, je vais vous poser une dernière question. Nous organisons un forum le 27 mai. Ce forum a pour titre « Psychologue, arrêtons l'arrêté ». Je dis « nous » parce que si nous sommes un petit groupe à l'organiser, il est ouvert, selon votre vœu dans l'appel des appels, à un dialogue élargi au plus grand nombre. Et effectivement, différentes écoles de psychanalyse, des dirigeants de syndicats, des dirigeants de l'intercollège de psychologie, des psychiatres vont intervenir, des chercheurs et des personnes qui ont eu à subir de près et même à l'éprouver dans leur corps ce qui s'est passé en Aquitaine, en Nouvelle-Aquitaine, avec l'ARS, qui vont intervenir, témoigner de leur expérience. Est-ce que, si vous en avez l'envie, vous pourriez nous dire quelques mots que nous diffuserions le soir de ce forum, le 27 mai? Écoutez, moi je me réjouis de cette initiative de mon ami Jacques-Alain Miller et de l'école de la cause. Il faut appeler les choses par leur nom. Et d'ailleurs, sur le site de l'appel des appels, nous avons justement placé votre appel à nous retrouver le 27 mai. Alors, je vous l'ai dit, je suis malheureusement pris ce soir-là par une conférence prévue depuis 6 mois, mais vous pouvez passer quelques extraits de notre échange si vous le souhaitez. Moi, j'encourage très vivement non seulement les psychanalystes, les psychiatres, les psychologues, les infirmiers, les travailleurs sociaux à venir au forum, mais l'ensemble des citoyens qui doivent bien prendre conscience qu'il y a d'abord dans cet arrêté un excès de pouvoir, parce que, encore une fois, il déborde le champ de ses compétences. Il y a un coup de force bureaucratique et technocratique insupportable d'agences parallèles, je dirais, à la haute fonction publique, et ça me paraît extrêmement grave. Et je crois qu'il faut vraiment se mobiliser. C'est tous les citoyens qui doivent pouvoir vous rejoindre, nous rejoindre, échanger. Et j'espère que ce n'est que le début d'une longue route qui nous permettra une restauration de la parole par laquelle nous partageons le sensible. Merci énormément, Roland Gori. Merci beaucoup. À très bientôt, j'espère.